Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec 3 threads d'horreur. Mais avant ça je vous remercie car c'est assez fou, on est déjà plus de 8200 sur la chaîne. C'est tellement fou que j'arrive plus à répondre à 100% des personnes. Et je vous le dis de suite, je suis désolé mais je fais mon possible. Bon, je vais pas vous mentir, faut pas que ça vous freine à écrire des commentaires. Déjà parce que je les lis et que ça aide quand même la chaîne à évoluer. Bref, ceci étant dit, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et si tu veux, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu de soutien. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jade. Elle a 17 ans et son histoire s'est déroulée il y a peu de temps. C'était en janvier 2022. À cette période de l'année, Jade suit des cours. Et il faut savoir que pour se rendre à ses études, il faut qu'elle prenne 2 trains. Et pour le retour le soir, c'est la même chose. Un jour du mois de janvier, Jade sort des cours vers 17h30. Elle part en direction de la gare pour aller prendre son train. Elle monte à bord du premier train et elle a une envie d'uriner. Mais elle se dit que c'est pas grave et qu'elle peut attendre un petit peu. Vu qu'à ce stade-là, c'est pas forcément une très grosse envie. Et en plus de ça, les toilettes du train sont fermées à cause de la pandémie. Le train de Jade arrive alors à la gare et il a 10 minutes de retard. Elle descend de son train et il ne lui reste plus que 3 minutes pour aller prendre sa correspondance. Donc malheureusement, elle n'a pas le temps d'aller aux toilettes de la gare. Jade monte alors dans le deuxième train. Et là, c'est pareil. Les toilettes du train sont fermées. Elle se dit donc qu'elle va attendre d'arriver chez elle, car malheureusement il n'y a pas de toilettes dans la gare où elle descend. Le trajet de Jade va alors durer 35 minutes. En temps normal, la mère de Jade vient la chercher à la gare. Mais là, malheureusement, elle a un imprévu. Jade dit alors à sa mère tout naturellement que ce n'est pas grave, elle n'y peut rien. Et donc elle va faire la route à pied. À ce moment-là, il est 19h et Jade n'est pas du tout rassurée de rentrer chez elle alors qu'il fait noir et froid, puisqu'elle a plus de 40 minutes à faire à pied et que son envie de faire pipi commence vraiment à presser. Au bout de 20-25 minutes, son envie d'uriner devient vraiment trop forte. Elle commence donc à chercher autour d'elle pour voir s'il n'y aurait pas un endroit isolé où elle pourrait faire ses besoins. En cherchant, elle a trouvé un endroit parfait. C'est un endroit bien isolé, entouré d'arbres et qui forme une sorte de petit coin. Jade va alors dans ce coin en levant bien les pieds pour ne pas tomber au cas où il y aurait des branches. Là, elle fait son affaire avec son téléphone à la main histoire d'être éclairée un petit peu. Une fois qu'elle a fini, elle repart en direction de la route. Et sur le chemin du retour, elle lève un petit peu moins les pieds étant donné que sur l'allée, elle n'a pas vu d'obstacle. Jade marche alors normalement et son pied se prend dans un fil de pêche tendu d'un arbre à l'autre. Elle s'est arrêtée directement quand elle a senti que son pied était bloqué par quelque chose. Pour vous dire, le fil était sur le point de casser. Jade va alors se reculer un petit peu et va passer au-dessus de cet obstacle. Elle trouve ça un petit peu bizarre mais elle y fait pas plus attention que ça. Elle continue sa route et sur le chemin du retour pour rentrer chez elle, elle décide de faire une petite vidéo pour la partager avec ses copines. Dans la vidéo, elle leur explique ce qui lui est arrivé. Même pas 2 minutes après avoir envoyé cette vidéo qu'elle reçoit déjà des réponses. Ses copines lui disent qu'il y a quelque chose de bizarre derrière elle. Jade commence alors à paniquer et elle appelle une de ses amies qui a 20 ans, étant donné que c'est la seule à pouvoir l'aider et la rassurer vu qu'elle a déjà vécu quelque chose de similaire. Jade n'est plus qu'à une dizaine de minutes de chez elle quand son ami qui est en visio va lui dire qu'il y a bien quelqu'un derrière elle et qu'il marche de plus en plus vite. Il se rapproche tellement de Jade que son ami lui dit d'accélérer le pas et que s'il le faut, elle devrait même courir. Jade va alors écouter les conseils de sa copine et elle se met à courir. Mais malheureusement, le gars derrière Jade commence à courir aussi. Arrivé à une 50aine de mètres de chez elle, l'homme s'arrête et Jade continue de courir jusqu'à sa maison. Une fois arrivée à l'intérieur de sa maison, il n'y a que son beau-père. Elle lui explique très vite ce qui vient de se passer. Et ni une ni deux, il prend avec lui Jade sous son bras pour regarder si l'homme n'est pas dans les parages. Mais malheureusement, il n'y a aucune trace de cet homme. Il s'est comme volatilisé. Depuis ce jour-là, Jade ne l'a jamais revu et il n'est pas venu chez elle et elle espère que ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Bon, cette mésaventure part de 2 choses. De 1, sa mère ne peut pas venir la chercher à cause d'un imprévu. Ce qui arrive bien entendu étant donné que c'est un imprévu. Et en 2, attention, ne rigolez pas, c'est une envie de pipi. Eh ben oui, puisque j'imagine c'est le fait qu'elle soit allée dans cette petite forêt qui a fait que l'homme est sorti et l'a pourchassée. Ah, sacré pipi. En vrai, c'est assez fou et je me demande pourquoi cet homme s'est arrêté aussi. Il aurait pu très bien
bien la poursuivre? Pourquoi il s'est arrêté à une cinquantaine de mètres de sa maison? Est-ce qu'il savait qu'elle était bientôt rentrée chez elle ou juste coïncidence? On n'en sait rien et tant mieux d'un côté. Allez, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Nicolas. Il a à peine 18 ans et comme beaucoup de personnes de son âge, il déménage pour continuer ses études. D'ailleurs, son histoire s'est finie il y a 2-3 semaines. Mais en réalité, elle a commencé au mois de novembre 2021. Il faut savoir que Nicolas a déménagé à Angoulême et que ses parents habitent très loin de chez lui. Dans cette nouvelle ville, il s'est fait quelques amis, mais la personne qui vient surtout chez lui, c'est sa petite amie. Elle vient à peu près tous les week-ends. Et il y a quelque chose à savoir à propos de l'appartement de Nicolas. C'est dans une sorte de complexe d'appartements d'étudiants, mais le sien est à l'extérieur de ce complexe, alors que tous les autres appartements donnent sur l'intérieur d'un bâtiment. Ce qui va donc avoir son importance, étant donné que la porte d'entrée de Nicolas donne un accès direct sur la rue, alors que pour se rendre dans les appartements des autres étudiants, il faut passer par un couloir dont seuls eux ont les clés. En gros, ils sont tranquilles quoi. Maintenant, Nicolas nous dit qu'en parallèle de ses études, il a trouvé un boulot et qu'il finit souvent vers 23h minuit. Donc, il doit rentrer seul la nuit. Mais il nous dit que ça va, c'est juste à environ 10 minutes à pied. Mais bon, ça le chagrine un petit peu de rentrer chez lui tout seul. Au début, Nicolas avait peur et un petit peu d'anxiété. Mais à force, il s'y est habitué. Sur le retour après le boulot, il se rappelle avoir eu un gros pressentiment. Il se sent mal et observé. Du coup, il a couru pour rentrer chez lui. Une fois rentré chez lui, il se dit qu'il est vraiment fatigué et qu'il a peur pour rien. Et qu'il devient même un petit peu parano. Le lendemain soir, cependant, il a ressenti la même chose sur le trajet. Il a alors décidé de choisir un autre chemin pour voir si quelqu'un le suit. Il nous dit qu'il a emprunté un chemin où il y a des sortes de miroirs, ce qui fait que les voitures peuvent circuler sans être en danger. Et en faisant cette petite technique, eh bien non, il n'a remarqué personne. Au fil du temps, Nicolas s'est habitué à avoir ce pressentiment bizarre. Seulement, au début du mois de décembre, il a senti cette présence bien plus pesante. Mais Nicolas est rentré chez lui sans encombre. Une fois chez lui, Nicolas se pose et bosse un petit peu quand il entend du bruit à sa porte, comme si quelqu'un grattait à sa porte, mais de façon très légère. Nicolas a alors pris peur et il a appelé la police. Ils lui ont expliqué que les SDF grattaient souvent aux portes la nuit car ils avaient froid, mais ils lui ont donné comme consigne de ne surtout pas ouvrir la porte. Bref, après cette expérience, le sentiment de Nicolas ne s'enlève toujours pas quand il rentre du travail. Il nous dit même que c'est encore plus oppressant. 15 jours après les premiers bruits devant sa porte, Nicolas dort et il se fait réveiller vers 4h du matin par un gros bruit, comme si quelqu'un veut défoncer sa porte. Nicolas va alors émerger et il se dit qu'il a sûrement fait un cauchemar. Mais le problème, c'est que sa copine est à côté de lui et que pour la première fois, elle aussi a entendu les bruits. Il en avait déjà parlé avec elle il y a de cela plusieurs semaines, mais elle ne le croyait pas du tout. Et c'était sûrement le fait qu'il bosse trop qu'il y jouait des tours. Mais cette nuit-là, elle aussi est effrayée, étant donné qu'elle entend les mêmes bruits que Nicolas. L'inconnu bourrine la porte bien comme il faut pendant 5 bonnes minutes, avant de rigoler super fort et de crier « Fais attention à toi, je vais t'attraper ». Nicolas nous dit que sur le moment, il a pensé à une mauvaise blague et il a fait comme il a pu pour rassurer sa copine et ils se sont rendormis. Après ça, Nicolas a eu 2 semaines de vacances et il est retourné auprès de sa famille. Une fois chez ses parents, Nicolas a réfléchi à tout ça et il se dit que ces gros incidents n'ont aucun lien entre eux. Le mois de janvier va alors se passer comme celui du mois de novembre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bruits de grattement sur la porte le soir. Nous arrivons maintenant au 3 février. La copine de Nicolas est présente pour la nuit, mais malheureusement Nicolas finit assez tard, vers 23h30. Elle est tranquillement dans l'appartement étant donné qu'ils ont chacun un trousseau de clés. Nicolas est sur le chemin du retour quand il peut voir un homme accoudé sur un mur. Il nous dit que ça lui fait pas forcément peur au début, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent traîner à ces heures-là. Du coup, Nicolas se décale un petit peu et passe à côté de lui. Sauf que cet homme va lui agripper le bras et il lui dit une phrase qui va lui glacer le sang. Alors, t'as bien travaillé? En plus de cette phrase qui est déjà perturbante, il peut voir que l'individu a mis sa deuxième
deuxième main dans sa poche. À ce moment-là, Nicolas ne sait pas ce qu'il y a dans cette poche, mais il sait pertinemment qu'elle n'est pas vide. Nicolas a donc décidé de hurler un bon coup. Ne s'attendant pas à ça, j'imagine, l'homme va alors lâcher son bras. Nicolas en a alors profité pour sprinter chez lui. Il peut sentir que cet homme est en train de courir derrière lui. Mais pendant qu'il court, Nicolas réfléchit à quelque chose. Comment il va faire pour rentrer chez lui? Sa copine a probablement fermé la porte. Mais par le plus grand des miracles, Nicolas va poser sa main sur la poignée et la porte va s'ouvrir. Il va alors refermer la porte instantanément et verrouiller la serrure. L'inconnu s'est alors mis à taper la porte comme jamais. Comprenant directement la situation, sa copine a alors appelé les policiers. Par chance, une patrouille n'était pas très loin et ils ont pu embarquer cet homme. Les policiers lui ont dit qu'ils lui donneraient des nouvelles plus tard. Effectivement, quelques jours plus tard, les policiers ont appelé Nicolas. Ils lui ont dit que ce gars était sous surveillance pour tentative de kidnapping. Cette soirée aurait pu très mal terminer pour Nicolas. Mais heureusement, par chance, sa copine a oublié de verrouiller la porte étant donné qu'elle était trop crevée. Nicolas nous dit deux petites choses pour la fin. Actuellement, il ne sait pas ce qu'il y avait dans cette poche, mais il se doute fortement que c'était une arme. Aujourd'hui, Nicolas a déménagé et maintenant il rentre du travail en voiture. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathilde. Il y a quelques mois, Mathilde a rencontré un homme sur Tinder. Elle nous dit que le courant passe plutôt bien entre eux. Elle le trouve très intéressant. L'homme a de la culture. Enfin bon, elle est plutôt contente et confiante de ne pas être tombée sur quelqu'un qui cherche juste un coup d'un soir. Mathilde et cet homme ont des amis en commun. Donc quand cet homme lui a proposé de dormir chez lui, Mathilde a accepté sans trop se méfier. D'ailleurs, les amis de Mathilde lui ont dit que cet homme était quelqu'un de bien et qu'il était super sympa. Mathilde a donc eu une confiance aveugle envers cet homme. Avec le recul, elle nous dit que c'est complètement débile de raisonner comme ça. Mathilde arrive chez cet homme vers 21h et quand elle rentre dans son appartement, elle se sent directement mal. L'ambiance est glauque et son appartement lui fait plus penser à un squat. Il n'y a quasiment pas de lumière. La décoration est très sombre. Elle se sent pas du tout à l'aise. Cet homme et Mathilde vont alors se poser pour fumer et ils commencent à discuter d'un petit peu tout et rien. Elle apprend qu'il est autiste Asperger et que de ce fait, il a beaucoup de mal à comprendre les situations sociales et qu'il n'arrive pas forcément à faire la différence entre le bien et le mal. Il lui dit que pour pallier à ça, il comprend très bien le langage non verbal et qu'il comprend directement ce qu'une personne pense en regardant son attitude. Quelque temps après, il lui dit qu'il écrit des poèmes et qu'il voudrait lui en faire lire un. Elle va alors lire l'un de ses poèmes et ce qu'elle va lire est vraiment terrifiant. Elle nous dit que son poème raconte des attouchements envers un enfant avec des détails très précis et que c'est à la limite d'un fantasme pour lui. À ce moment-là, Mathilde fait semblant de trouver le poème sympa puisqu'elle ne veut pas montrer qu'elle le trouve très creepy comme gars. Et au cours de la discussion, ils en viennent à parler de leur ex-petite amie. Il va alors lui raconter qu'avec son ex-petite amie, ils s'amusaient à se noyer et s'étouffer pendant qu'ils prenaient leur bain puisqu'ils aimaient ça, avoir le contrôle sur la vie de l'autre. Mathilde trouvait déjà ce gars bizarre, mais là elle en reprend une couche. Elle commence vraiment à être sur le qui-vive. Il y a trop de signes qu'elle ne peut pas ignorer. Ce gars-là va alors lui proposer un verre. Elle accepte et elle se rend avec lui dans la cuisine. Quand elle rentre dans la pièce, elle peut apercevoir une arme posée sur le comptoir de la cuisine. Mathilde n'ose rien lui dire, mais elle est juste tétanisée. Elle se demande pourquoi l'arme est mise en évidence. Il lui dit: ne t'inquiète pas, elle n'est pas chargée et elle appartient à mon père. Mais je vous le dis, ça ne va pas rassurer pour autant Mathilde. Les minutes qui vont suivre vont être les plus longues de sa vie. Mathilde et cet homme ne vont alors quasiment plus parler. Elle essaye d'analyser toutes ses options possibles, au cas où ce gars viendra lui faire du mal. Elle est tendue au maximum. Elle a juste une envie, c'est de partir vite de cet endroit. Mais il lui raconte que son voisin risque de passer pendant la soirée. Et pour ne pas arranger la situation, il lui dit que son voisin est quelqu'un qui vend des petites substances, mais aussi des armes. Bref, Mathilde en conclut que le gars qui va arriver est un mec hyper dangereux. À ce moment-là, elle décide alors d'appeler son père pour qu'il vienne vite la récupérer. Elle prétexte une chose importante à faire le lendemain et elle essaye d'être la plus gentille possible. Tout ça pour que l'homme ne remarque pas qu'elle est complètement terrifiée. À partir de ce moment-là, Mathilde a compté les minutes, le tout en vérifiant son téléphone constamment, afin de voir si son père ne lui a pas envoyé un message pour lui dire « je suis en bas chérie ». Mais cet homme semble s'apercevoir que le comportement de Mathilde est hypocrite, et il sait qu'elle veut s'enfuir. Mathilde a tellement peur qu'il passe à l'action.
Elle essaye de faire comme si tout allait bien. Mathilde se dit que si le mec remarque qu'elle est en panique totale, il va alors passer à l'action étant donné qu'il n'a plus rien à perdre. Les minutes paraissent alors des heures pour Mathilde. L'homme va alors lui proposer un massage. Elle essaye de trouver une excuse, mais il insiste. Mathilde se dit que de toute façon, son père va arriver d'une minute à l'autre. Elle accepte de peur de le frustrer. Elle se retrouve donc en sous-vêtements, en train de se faire toucher de manière très suggestive. À ce moment-là, elle est vraiment très mal et elle espère qu'il ne tentera rien. Au moment où les mains de cet homme allaient toucher la poitrine de Mathilde, son portable a sonné et son père lui dit qu'il est en bas. Je peux vous dire que Mathilde ne s'est pas fait prier, elle s'est rhabillée très rapidement et elle est partie. Une fois en bas, elle remercie son papa d'être arrivé au bon moment. L'homme lui a alors envoyé plusieurs messages pour qu'elle revienne, en lui disant qu'elle avait oublié un pull et qu'il fallait qu'elle vienne le récupérer. Mathilde l'a tout simplement bloqué de partout et elle n'a plus jamais entendu parler de lui. En fait non, puisque une de ses amies était en train de discuter avec lui sur Tinder. Son amie avait proposé à cet homme d'aller boire un verre en ville, mais il a refusé en prétextant qu'il serait mieux chez lui. Mathilde a tout de suite dit à son ami de refuser de venir chez lui. Pour conclure, Mathilde ne sait pas s'il voulait lui faire quelque chose de mal, mais quoi qu'il arrive, cet homme était assez bizarre. Bref, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. On peut dire une chose, mais avec Tinder, on aura toujours des threads d'horreur. Puisque oui, beaucoup de threads d'horreur viennent du fait qu'il y ait Tinder. Et oui, tu ne sais pas qui se cache derrière ce beau profil. Oh, trop bien, c'est Will Smith, il est trop beau. Eh ben non, derrière ce profil, ce n'est pas Will Smith. C'est peut-être un mec qui te veut du mal. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, je vous invite donc à écrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avant de se quitter, mes petits potes, j'ai une petite info de dernière minute. On a recruté quelqu'un dans l'armée des petits potes. Et oui, Céline, elle a appuyé sur le bouton rejoindre. Eh ben oui, elle s'est dit, attends, tu me dis que je peux avoir la petite tête du cookie à côté de mon pseudo? C'est parfait, mais moi si je pouvais le faire, je le ferais. Non mais honnêtement, même moi j'aimerais bien avoir la tête du petit cookie à côté de mon pseudo. Mais YouTube ne veut pas. Bref, un grand merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu et que t'étais pas abonné, j'espère que ça t'a convaincu de le faire. Au passage, n'oublie pas la petite cloche, ça t'envoie des petites notifs. Et si tu veux effectivement montrer que t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu. Et pourquoi pas me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Mathilde et cet homme ont des amis en commun. J'ai ma voix, elle part. Oh merde, j'ai ma voix, elle part. Non, c'est bon. J'ai la voix, hop, non, c'est non, c'est fin de vidéo. Tchuss, au revoir. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.